Mesdames et messieurs, bonjour. Ça dépend de là où vous êtes à présent, si c'est la journée ou c'est le soir, bonsoir. Au nom de Congolese Women Network, le réseau des femmes congolaises, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence sur la réussite des élèves, sur la réussite scolaire des élèves issus de l'immigration. Ça a commencé. Vous m'entendez? Je m'appelle Deli Chabou, je suis l'une des cofondatrices de Congolese Women Network et aujourd'hui, nous allons parler de la réussite scolaire des enfants issus de l'immigration. Selon les données les données des recensements menés en 2006 et 2016 au Canada, nous avons été renseignés que la moyenne des enfants qui réussissent sont celles des enfants issus de l'Asie. Et cette moyenne s'élève à 63%. La moyenne universitaire des autres enfants est de 43%. Ceux issus de l'immigration, c'est de 43%. Par contre, cette moyenne, elle n'est pas vraiment proportionnelle. Les enfants issus de l'Afrique subsaharienne ont une moyenne très basse. C'est pourquoi Congolese Women Network a eu l'idée et s'est posé la question, que faire pour aider les enfants issus de l'immigration à réussir dans leurs études. Nous avons invité des panélistes qui vont nous parler ce soir à propos de cela. Il y a plusieurs facteurs qui influencent la réussite de ces enfants dans leur parcours scolaire. Nous n'allons pas parcourir tous ces facteurs ici. Nous avons juste retenu quelques facteurs que nous allons parcourir avec nos panélistes. Le volume ne sort pas ici bien. Pardon? Allô? Je pense que ça va. Je pense qu'il y avait une personne qui avait un problème, mais je peux continuer. Le volume, Anif, ne sort pas ici bien. Je pense peut-être que ça peut être un problème avec le téléphone que vous utilisez. Peut-être essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. Des fois, ça pose un problème. Oh, ok, alors je vais faire ça. Merci. Ok, nous pouvons continuer. Et je ne serai pas seule ce soir, à part nos panélistes. Je serai aussi avec mes collègues de Congolese Women Network, Mireille Tamboué et Annie Fakalai, qui vont nous conduire dans la discussion aujourd'hui. Alors, je vous encouragerai à poser vos questions dans les chats et à la fin, je vais sélectionner quelques questions que nous allons poser à nos panélistes et les questions qui ne seront pas répondues ici vous seront envoyées en réponse dans vos courriels après les avoir envoyés à nos panélistes. Sans plus tarder, je vais passer à la présentation de nos panélistes. Je vais commencer par Madame Kimia Cardinal. Bonsoir, Madame Kimia Cardinal. Elle est là? Bonsoir. Bonsoir à tous. Oui. Alors, je vais juste passer une brève présentation de nos panélistes parce que leur biographie nous avait été déjà envoyée dans nos courriels. Madame Kimia Cardinal est sociologue d'action. Elle a été invitée pour partager son expérience en tant qu'ancienne élève et étudiante ayant fait sa scolarité en Afrique jusqu'à l'âge de 12 ans, puis au Canada. Elle représente en quelque sorte la voix des élèves issus de l'immigration. La deuxième panéliste, c'est Madame Julie Mwaka. Bonsoir, Madame Julie. Et bonsoir, elle est là. Madame Julie est travailleuse sociale et elle est leader communautaire. Ce soir, elle va nous partager son expérience en tant que parent immigrante vivant au Canada depuis plus de 10 ans. Et la troisième panéliste, c'est Madame Adèle Kabou. Bonsoir, Madame Adèle. Madame Adèle Kabou est infirmière de formation et elle est experte en genre et développement. Ce soir, elle va nous partager son expérience en tant que parent, nouvelle immigrante vivant au Canada depuis plus de 5 ans. Et notre quatrième panéliste, c'est Madame Kimia Dessinat. Madame Kimia Dessinat est enseignante au Québec. Elle accompagne les parents en les amenant
en leur amenant des outils pour améliorer la réussite scolaire à travers un service de coaching parental. Notre cinquième panéliste, c'est Madame Élise Boussa, qui est conseillère en développement et engagement communautaire au sein du Conseil scolaire de l'Ontario. Bonsoir, Madame Élise. Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, notre dernier panéliste, c'est Monsieur Jean-Paul Idikaï. Il est enseignant en Ontario et leader communautaire dans le Grand Toronto. Merci. Là, nous avons fini la présentation de nos panélistes. Sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Anifa, qui va nous conduire dans la discussion. Elle sera assistée par Madame Mireille Tamboué. Merci. Merci beaucoup, Délie. Bienvenue à tous les panélistes et aussi à toutes les personnes qui participent à cette conférence. D'ailleurs, je ne voudrais pas l'appeler conférence, c'est une discussion. Et durant la discussion que nous aurons aujourd'hui, nous allons essayer de parler ou d'apprendre des uns des autres les différents aspects qui sont importants pour la réussite des enfants issus de l'immigration. Comme Délie l'a dit, nous n'avons pas la prétention de tout couvrir. Nous avons sélectionné quelques thèmes que nous allons aborder avec les experts en éducation, les parents, qui ont été invités ici comme panélistes. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, donc avant de commencer les questions, je voudrais très brièvement expliquer comment la conversation, la discussion d'aujourd'hui va se dérouler. Donc, Mireille et moi, nous allons poser des questions aux panélistes en les désignant nommément. Et nous leur demanderons de répondre à ces questions en 2 à 3 minutes maximum. Maintenant, pour commencer, nous allons discuter de la compréhension. Donc, le premier thème que nous allons aborder, c'est la compréhension du système scolaire par les parents immigrants. La raison pour laquelle nous avons voulu nous focaliser sur ce thème-là, c'est que la littérature démontre très clairement que c'est un facteur tu es là? Pour la réussite des... excusez-moi. Un facteur très important pour la réussite des enfants. Alors, à part ça aussi, il y a le fait que, en tant que parents immigrants, souvent, même pas souvent, en tant que parents immigrants, on vient d'un système scolaire qui est différent de celui de nos enfants quand ils commencent l'école ici. Et ça peut être un défi pour nous de comprendre ce système scolaire. Donc, ma première question pour nos panélistes sera la suivante. Quelle est selon vous, chers panélistes, l'importance de la compréhension du système scolaire par les parents immigrants, ou bien essayer d'y penser d'une autre façon? Quels sont les aspects à connaître par les parents immigrants pour qu'ils puissent être de bons accompagnateurs pour la réussite de leurs enfants, et aussi, peut-être vous, pour aider les parents à acquérir les connaissances nécessaires sur le système scolaire. J'adresserai cette question d'abord à Madame Élise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire à ce sujet-là? Aspect important à connaître, et aussi comment faites-vous pour aider les parents à avoir des connaissances requises pour pouvoir participer à la réussite de leur enfant à travers la compréhension du système scolaire? Oui, bonsoir tout le monde. C'est ça, on vient déjà de me présenter. Je peux répondre directement. Faut dire que dans toutes les écoles, après un certain temps, il y a toujours des portes ouvertes qui sont organisées. Et les portes ouvertes sont vraiment un meilleur moment, en fait, pour les parents d'aller rencontrer les spécialistes, d'aller rencontrer les enseignants. Et à ce moment-là, les parents ont également cette possibilité-là de poser des questions parce que les enseignants ne sont pas nécessairement occupés avec les enfants ou autre chose. Les enseignants sont vraiment là pour ça. Et en plus de ça, il y a des orienteurs aussi dans les écoles qui prennent les temps. En fait, leur rôle à eux, oui, c'est vrai que
c'est vraiment d'orienter les élèves, mais en même temps, ils sont aussi disponibles pour répondre aux besoins, aux préoccupations des parents. Il y a les enseignants aussi, il y a les rencontres de parents. En plus de tout ça, il y a plusieurs ateliers qui sont offerts dans des écoles. Si je prends l'exemple du conseil scolaire où moi je travaille, c'est le conseil scolaire public. Moi, en tant que conseillère en développement et en engagement communautaire, mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les parents, c'est sûr, pour leur intégration dans la communauté, mais aussi à l'école, les aider à comprendre un peu tout ce qui se passe à l'école. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué les choses, si j'ai vraiment bien répondu à la question. En fait, ce que je veux dire, il y a vraiment différentes façons de comprendre les systèmes scolaires de l'Ontario. Merci beaucoup, Élise, pour votre réponse. Je vais maintenant me tourner vers M. Jean-Paul. De votre côté, après avoir entendu ce que Élise vient de dire, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce sujet-là, la compréhension du système scolaire par les parents immigrants? Est-ce que de votre côté, vous avez d'autres façons de faire? Est-ce que c'est la même chose? Oui. Votre micro est fermé. Je voulais ajouter, donc il faut savoir qu'ici, d'abord, l'éducation est gratuite. Donc, ça veut dire que le gouvernement prend en charge l'éducation de l'enfant dès l'école maternelle jusqu'au niveau élémentaire. Donc, ça veut dire que à partir de la naissance, je peux dire, jusqu'à ce que l'enfant terminera l'école primaire. Donc, le gouvernement assure l'éducation de l'enfant pour lui donner au moins une éducation de base. Et à partir de l'université, ça devient maintenant la responsabilité des parents de continuer avec cet enfant. Et pendant ce temps, le gouvernement fait tout, il met les moyens pour préparer l'enfant. Donc, ça veut dire que si l'enfant a des problèmes au niveau de l'apprentissage, il y a aussi des programmes que le gouvernement a mis en place juste pour soutenir ces enfants. Et de l'autre côté, il y a aussi les parents immigrants, les parents qui viennent comme nous autres là, vous venez avec les enfants, tout maintenant va se jouer par rapport à l'âge de l'enfant. Parce qu'ici, c'est l'âge qui compte. Donc, on vérifie l'âge de l'enfant. À partir de là, par rapport à l'âge, c'est là où on va placer votre enfant. Peu importe son niveau, peu importe là où il était au Congo, peu importe son niveau de compréhension, juste à partir de son âge, c'est là où on va les placer. Je vais donner un exemple. Par exemple, un enfant qui se pointe ici, il a par exemple 8 ans, mais par exemple au Congo, il s'est retrouvé, je ne sais pas dans quel niveau, et qu'il a un niveau très faible. Ce n'est pas par rapport à ce niveau qu'on peut essayer de le mettre dans une classe inférieure. Non, on va vérifier son âge. Si par exemple à 11 ans, les élèves à 11 ans par exemple se retrouvent en 6e année, votre enfant sera placé en 6e année. Donc maintenant, les problèmes se retrouvent au niveau des parents. Il faut que les parents arrivent à contacter la direction, parler avec la direction et vérifier les niveaux de l'enfant et ce que l'école peut donner pour appuyer cet enfant. C'est ça ce qui se passe parce qu'il y a de l'information partout au niveau de l'école, même au niveau des conseils scolaires. Donc, chaque parent, je crois, il connaît au moins le niveau et les profils de son enfant. C'est à partir de son profil qu'il peut vérifier avec l'école et voir quels moyens l'école peut aussi ajouter pour que son enfant se retrouve juste dans le même niveau que les enfants d'ici. Je vais ajouter encore ici, en Ontario, il y a des niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4. C'est le niveau 3 qui est le niveau provincial. Donc, ça veut dire que si votre enfant a la note du niveau 3, ça veut dire que votre enfant se retrouve au niveau provincial. Mais si la note de votre enfant se retrouve, par exemple, en dessous du niveau 3, donc ça veut dire que cet enfant n'est pas à la hauteur des autres enfants. Donc, un parent averti peut faire en sorte qu'au niveau de l'école primaire, il fait en sorte que son enfant soit appuyé avant qu'il atteigne l'université ou le collège, qui soit au même niveau que les autres. C'est ce que je voulais ajouter. Merci beaucoup. Vous avez soulevé ici 2 choses importantes sur lesquelles j'aimerais vous demander quelques éclaircissements. Premièrement, vous avez dit à un moment qu'il y a des informations partout, au niveau du conseil scolaire et au niveau de l'école.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de là où, par exemple, un parent pourrait avoir une information sur ces niveaux? Donc, le deuxième point, vous avez parlé des niveaux différents. Comment un parent qui vient d'arriver, un nouvel arrivant, parce que vous savez, bon, je parle de là d'où je viens au Congo, on sait qu'un enfant peut reprendre une année, par exemple. Quand il se retrouve ici, il avait peut-être 7 ans, il a repris la première année, il est en première année, et vous, ici, vous allez le mettre en deuxième année. Est-ce que ce genre d'information, les parents l'ont d'emblée quand ils vont au conseil? Est-ce qu'ils doivent demander? Est-ce qu'il y a une ressource en ligne, par exemple? Où est-ce qu'ils peuvent avoir cette information? C'est une bonne question. Juste en entrant dans le site web de l'école, vous allez voir toutes les informations. Même en entrant dans le site web de chaque conseil scolaire, il y a toutes les informations nécessaires. Toutes les informations. Et vous avez aussi le droit d'appeler l'école, de demander une rencontre avec la direction pour poser toutes les questions. Quant au niveau, quand un enfant, par exemple, un enfant vient d'arriver, les parents l'accompagnent, par exemple, à l'école, il passe un test. Et un parent averti va essayer de vérifier les niveaux de l'enfant. Mais nous avons tendance à laisser, l'école va passer les tests, mais peut-être il va garder la note. L'école va essayer de vérifier avec cet enfant, peut-être l'école gardera la note. On place votre enfant, mais on garde la note. C'est à toi, parent, de vérifier si votre enfant était capable de répondre à toutes les questions et s'il a les mêmes niveaux que les enfants d'ici. Ça, c'est aux parents, parce que l'école ne peut pas tout vous dire. Vous passez les tests, on inscrit votre enfant, ça s'arrête là. Si vous n'êtes pas curieux, on ne vous donnera pas ces informations. Parce qu'on fait des tests en français, en numératie et en littératie. Si l'enfant est capable de répondre, on garde ça dans son dossier. Mais s'il n'est pas capable, on le regarde toujours dans le dossier. Mais les parents, si vous ne posez pas des questions, on ne vous donnera pas ces informations. Ça reste gardé à l'école. L'école, qu'est-ce que ce sera? Et ce sera à nouveau vous contacter pour vous parler du niveau de l'enfant. Mais si au début, vous avez posé toutes ces questions, vous aurez au moins l'idée des profils de l'enfant et les niveaux qu'il peut se retrouver par rapport aux autres. C'est ça. Merci. Je vois là que vous avez dit que le rôle des parents est primordial dans cette quête, disons, d'informations sur le système. Je vais me tourner maintenant vers les parents et leur demander, donc parents, par là j'entends Adèle et Julie, je voulais vous demander, vous, en tant que parents, quand vous que les enseignants disent, comment vous sentez-vous? Est-ce que vous vous sentez outillé par rapport à la compréhension du système scolaire ou bien qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de savoir un peu plus, pour comprendre le système scolaire quand vos enfants ont commencé l'école ici? Je me tournerai d'abord vers Adèle parce que vous êtes arrivée récemment. Quelle est votre expérience à vous? Est-ce que vous vous sentez outillé? Comment vous avez fait pour avoir accès à l'information nécessaire pour comprendre le système scolaire ici au Canada? Merci, Madame Hanifa. Je vais l'avouer, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile de comprendre le système. D'abord, nouvellement arrivé au Canada, tout change, les contextes, les climats, la façon d'éduquer les enfants. On essayait de s'informer sur les sites. On essaie aussi de prendre des informations de bouche à oreille, que parfois on tombe dans de mauvaises informations, on nous fait bourrer de fausses rumeurs. Et ce n'était pas facile. Mais pour y arriver et s'y monter, j'ai noué un lien fort de collaboration avec les professeurs et les enseignants de mes enfants. J'étais tout le temps en train de consulter les journaux de mes enfants. Et si je vois qu'il y a des matières que mon enfant lui-même ne comprend pas et que moi-même, peut-être que j'ai déjà oublié, je ne manque pas de demander le support des mentors parce qu'au Centre francophone de Toronto, il y a une composante des parents qui ont des soucis, comment on appelle, immigration, de resettlement. Il y a un département de resettlement. Je ne manquais pas d'y aller et j'avais vraiment des soutiens considérables au Centre francophone de Toronto. Ils m'ont aidé à surmonter les obstacles. Mais aussi, je me suis renseignée auprès de la communauté, des frères et sœurs qui sont dans les domaines de l'enseignement à Toronto.
ils m'ont été vraiment une ressource inestimable, capable de me relever les défis que j'avais. Donc, j'ai essayé de papoter un peu partout pour essayer de m'équilibrer avec mes enfants. Mais j'avoue que ce n'était pas facile, surtout qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Ils nous disaient qu'une fois que tes enfants sont dans le système canadien, désormais, tu n'as pas de mots à dire sur tes enfants. Il y a les social workers qui seront des confidents de tes enfants. Ils parleront de tes enfants, tout ce que tu ne connais pas. Et du coup, il y aura une barrière entre toi et tes enfants. Et ça me faisait peur. Je cherchais à concurrencer avec les social workers, je cherchais à concurrencer avec tout le monde qui sera autour de mon enfant. Mais à la fin, j'ai compris que c'est pour le bien de l'enfant. Ce ne sont pas nos ennemis ni nos rivales, mais sont là pour aider l'enfant à surmonter les défis et les barrières. Je suis très contente alors qu'on est une travailleuse sociale ici et qui est à la fois parent. Donc, je vais solliciter le commentaire de Julie, mais plus en tant que parent ici. Julie, mais on vous sollicitera aussi un tout petit peu plus tard en tant que travailleuse sociale pour adresser certains des soucis qui viennent d'être soulevés par Adèle. Donc, Julie, je vous demanderai, vous, quand vos enfants ont commencé l'école il y a quelques années, est-ce que vous avez eu les mêmes difficultés qu'Adèle? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou bien votre expérience était similaire à celle d'Adèle? Allô? Oui, on m'entend. OK. Moi, c'était vraiment pas difficile. Mes enfants sont nés ici. Mais sauf que les systèmes scolaires ici, j'ai trouvé ça différent par rapport à ce que nous, on a vécu en Afrique. Et ça prenait vraiment l'implication des parents. Et aussi, qu'est-ce que moi j'ai remarqué? Une forme de préjugés de la part des enseignants par rapport aux enfants immigrants. Et ça prend vraiment, moi je trouve que ça prend vraiment l'implication des parents et la relation étroite entre parents et l'enseignant. Ça, c'est très important. Puis, toujours accompagner l'enfant et en cas de difficulté, soyez là pour vos enfants. Et puis, ne pas signer n'importe quoi qu'on vous présente. Souvent, on vient avec des paperasses et puis certains parents qui ne comprennent pas, ils vont juste signer. Ils pensent qu'ils vont être derrière eux quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il faut vraiment aller au-delà. C'est comme moi, je peux te donner mon exemple personnel, ce n'est pas quelque chose à cacher. Mon fils, il est né ici, mais il a parlé un peu plus tard. L'école en Ontario commence à 4 ans. À peine il arrive à l'école maternelle, il parlait, mais pas comme ses sœurs. Il avait un petit... comme il ne disait pas tout le mot comme il le faut. Puis, ce n'était pas facile. Ils nous ont demandé pourquoi il ne parle pas beaucoup. Il fallait qu'on aille chercher grand-père pour demander comment son père a parlé, à quel âge. On a vu que c'était pareil comme son père. Puis nous avons vraiment collaboré. Puis même si on dit qu'il y a une évaluation qui va se faire, il ne faut pas avoir peur. Souvent, nous, on a des préjugés. Nous sommes allés au premier mot, on a fait les tests de l'enfant, tout était correct. Et au bout de 3 mois, c'est comme l'expression orale est sortie comme ça. Fait que c'était son développement qui était un peu plus retardé par rapport aux autres. Fait que moi, je pense que pour les parents, ça prend, il ne faut pas avoir peur. Tout si on vous demande de consulter, orthophoniste, qui que ce soit, soyez ouverts, ne pas avoir de préjugés, allez-y, de l'aide est là. Ils ont des outils très délicats pour aider les parents. Fait que c'est vraiment la collaboration. Certains ne veulent rien savoir, puis c'est arrière. Ça aide pas l'enfant. À vous entendre, le mot-clé pour vous, c'est la collaboration. Ça, je vous entends dire. Maintenant, je vais me tourner vers Kim. Kim, maintenant, vous, avec vos 20 années d'expérience en tant qu'enseignante, coach parental,
est-ce que ce que les panélistes viennent de dire reflète ce que vous entendez d'habitude? Est-ce que vous avez d'autres éléments que vous aimeriez ajouter, toujours dans le cadre de cette compréhension du système scolaire? Oui, bonjour. Alors, ce que les panélistes disent, oui, ça vient refléter déjà ce que j'ai vu et surtout ce que les parents disent, surtout ce que les parents ont vécu aussi. Dans tout ce qu'on a dit, moi, franchement, j'encourage, j'ai encouragé et j'encourage vraiment les parents à être curieux. Curiosité. Allez toujours chercher l'information. Certains, tu vas le trouver, puis il y en a d'autres places, tu ne trouveras pas. Ici, moi, tu vois, je suis à Gatineau. Et puis, oui, il y a certaines informations sur le site du ministère. Il y a certaines informations sur le site de la commission scolaire et à l'école, mais il n'y aura pas des informations spécifiques, par exemple, dans les exemples que les mesdames viennent de donner. Il faut vraiment que tu ailles chercher à l'école, tu parles avec l'enseignant de ton enfant, peut-être avec la direction, un spécialiste, et tu, comme elle a dit, la madame qui vient de parler, la collaboration, on collabore avec, puis il ne faut vraiment pas avoir peur. Mais il faut vraiment poser les questions. Et puis, c'est comme si, j'ai envie de dire, il ne faut pas laisser l'enfant dans les mains du système et partir. Non. Au contraire, on rentre dans le système avec l'enfant. OK. Et on accompagne nous aussi notre enfant dans son cheminement-là, avec tous les autres. Ça ne se fait pas sans les parents. Donc, c'est rentrer dans le système avec l'enfant. Donc, moi, je retiens de ces interventions sur le système de santé 3 choses. Curiosité, collaboration et ne pas avoir peur, juste donc l'implication, ne pas laisser l'enfant au système. Donc ça, c'est ce que je retiens. Et je vais m'arrêter là pour cette discussion sur le système scolaire. Et je vais laisser la parole à Mireille qui va continuer la discussion sur 2 autres aspects importants pour la réussite scolaire des enfants issus de l'immigration. Ton micro est fermé, Mireille. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous et merci d'avoir accepté notre invitation aux panélistes, tout comme aux membres du public, entre guillemets. Donc, merci beaucoup, Anifa. Alors, sans plus tarder, on va avancer. Selon les recherches que nous avons eu à parcourir, nous avons remarqué et nous avons appris que plusieurs facteurs, en dehors de ceux qui ont déjà été cités, relevant du milieu familial, ont un impact considérable sur la réussite ou l'échec des enfants. Ces facteurs peuvent être d'ordre économique, comme le revenu familial, peuvent être d'ordre social, comme la scolarisation des parents, mais aussi ces facteurs peuvent être liés à la capacité parentale, c'est-à-dire la scolarisation, la façon dont la scolarisation de l'enfant est valorisée au sein même de la famille, la présence ou l'absence des parents à la maison et aussi la disponibilité des parents à collaborer avec l'école, comme vous l'avez mentionné. Nous aimerions justement ce soir nous pencher un peu plus sur cette dernière catégorie de facteurs, donc les facteurs, la capacité parentale ou l'organisation familiale. Et vous posez la question suivante. Comment les parents peuvent-ils accompagner leur enfant afin de maximiser leur réussite scolaire? Alors moi, j'aimerais d'abord me tourner vers Kimia, qui, je ne pense pas, a déjà eu l'occasion de parler en ce moment. Kimia, au fait, vous avez commencé votre scolarité dans votre pays d'origine, je suppose le Congo, et vous l'avez faite jusqu'à 12 ans, et ensuite vous êtes arrivé ici où vous avez terminé cette scolarité. Donc moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que l'organisation familiale a eu un impact sur votre scolarité? Est-ce que vous avez remarqué, ou bien est-ce que vos parents ont dû s'ajuster, et de quelle façon, pour une fois qu'ils étaient arrivés au Canada? Si vous pouvez nous aider en 2-3 minutes et répondre à la question, merci. D'accord. Vous voulez dire l'organisation familiale par rapport à la routine, à la maison? Exactement. Comment est-ce que ça a été vécu? Parce que comme vous étiez, je suppose, au Congo, est-ce que c'était la même chose déjà? Est-ce que la façon dont les choses se faisaient sur le plan scolaire, la façon dont vos parents vous accompagnaient et la façon dont ils ont commencé à le faire ici, est-ce que c'était différent? Quels étaient les changements que vous, en tant qu'enfant, vous avez eu
vivre? Bon, je ne dirais pas qu'il y a eu un grand changement par rapport à l'organisation familiale. Je sais néanmoins que si j'étais un enfant vivant au Congo dont les deux parents travaillent, par exemple, on sait que les femmes, soit africaines ou congolaises, ont souvent tendance à avoir leur commerce, donc elles quittent très tôt le matin, elles vont faire leurs affaires. Et puis, si le père a un travail stable aussi, il sera absent durant la journée. Et puis, à l'époque, moi, quand j'allais au Congo, ça dépendait. Il y avait un système où il y avait justement beaucoup de lacunes, ou bien il y avait le manque de financement au niveau de l'école, même publique et privée, que tous les enfants ne pouvaient pas aller, par exemple, dans un horaire de 8 heures à 14 heures ou à 15 heures. Donc, des fois, si j'étais en deuxième année, je dirais que mon horaire était de 8 heures à midi. Et puis, une fois quand j'ai changé d'année, disons en troisième année, c'était de midi à 16 heures. Donc, ce système-là, je crois que ça n'a pas vraiment de nom, si ce n'est pas pour le mentionner ou bien le nommer comme un délestage éducationnel, juste en blaguant, je pourrais dire, parce qu'il y avait un manque, disons, de place dans les classes. Donc, par rapport à l'organisation familiale au Congo, ça avait un incident parce qu'il fallait s'assurer, par exemple, que j'allais avoir de l'aide, soit pour mes devoirs au moment de mon retour à l'école ou bien au moment de mon retour à la maison. Il devait y avoir soit un parent ou bien un membre de la famille pour m'accompagner pour faire mes devoirs. Mais une fois arrivée ici au Canada, j'étais déjà en sixième année primaire. Et là, ma mère, elle ne travaillait pas, elle était à la maison. Donc, sur le plan de l'organisation familiale, je peux dire que c'était stable de mon côté parce que ma mère était à la maison et puis lorsque j'avais besoin, par exemple, de m'aider pour mes devoirs, elle était là ainsi que pour les autres membres de ma famille, soit mes frères et voilà. Et il faut dire quand même, j'étais aussi un enfant assez indépendante déjà au départ et puis ce n'était pas vraiment un fardeau pour mes parents pour vraiment essayer de se concentrer à me suivre vraiment pas à pas sur mon évolution scolaire. Néanmoins, déjà, quand je suis arrivée, s'il y avait une différence sur l'organisation, disons, de l'accompagnement de la scolarité, de ma scolarité, puis de la scolarité de mes frères. Pourquoi? Parce qu'il y avait des outils qui pouvaient justement aider soit mes parents ou bien les parents en général avec les programmes, par exemple, Allo Prof. Je me rappelle, ça venait juste d'être, disons, mis en vigueur, Allo Prof. Peut-être que vous connaissez. Le système, c'est qu'il y a une ligne téléphonique. Maintenant, avec Internet, c'est aussi accessible sur Internet où les étudiants peuvent, ou bien les élèves peuvent y avoir accès pour avoir de l'aide. Donc, déjà là, j'étais stable parce que je savais qu'en rentrant à la maison ou bien en étant à la maison, si jamais je n'avais pas de l'aide, ou en tout cas, j'aurais pu avoir besoin de l'aide et que personne ne pouvait m'aider, j'avais des outils comme Allo Prof. Ou même aussi au niveau de l'école, peut-être après l'école, j'aurais pu avoir de l'aide, mais ce n'était pas mon cas. Néanmoins, une fois arrivée au secondaire, c'est là que j'ai pu comparer les lacunes de l'organisation familiale par rapport à mes autres amis immigrants, qu'ils avaient des lacunes sur vraiment progresser dans leur scolarité. Pourquoi? Parce qu'à la maison, l'organisation n'y était pas. Qu'est-ce que vous entendez par l'organisation n'y était pas? Juste un ou deux aspects, pas très longs là, parce que, oui, s'il vous plaît. Juste Oui, deux aspects, c'est quoi l'organisation n'y était pas? Oui, l'organisation n'y était pas dans le sens où l'intégration des parents n'était pas faite. Donc, les parents n'étaient pas intégrés sur le système scolaire canadien. Donc, ces parents-là n'étaient pas aussi en mesure, par exemple, disons, de collaborer avec, comme les autres panélistes ont dit, collaborer avec le corps professoral ou bien des enseignants et puis l'école pour pouvoir soutenir, justement, accompagner leurs enfants. Donc, l'intégration n'était pas faite aussi dans le sens où
c'est comme si les parents avaient eux-mêmes vécu une désorientation, que les enfants n'étaient pas suivis vraiment à la loupe pour qu'ils puissent bien progresser et arriver au niveau secondaire. Mes amis, en tout cas, ou bien les personnes que je connaissais issues de l'immigration, bâclaient souvent leurs travaux. Ce n'était pas vraiment fait avec, disons, une envie de pouvoir exceller. Et puis, c'est comme s'ils étaient normaux. Mais par contre, moi, si c'était mon cas à moi, que je commençais à bâcler mes travaux, je sais que par le fait qu'à la maison, nous étions déjà bien organisés, j'allais être suivie. Et puis, peut-être que si mes parents étaient dans l'impossibilité de m'accompagner, ils allaient être en mesure de me dire que oui, nous sommes au courant qu'il y a des outils comme Allo Prof, tu peux faire appel à ça. Donc, par comparaison, je me suis dit peut-être que les parents de mes amis ou bien de ces autres élèves issus de l'immigration n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient référer leurs enfants à d'autres outils accessibles à eux et que finalement, ces élèves-là ou bien mes amis se sont retrouvés avec beaucoup de lacunes. En tout cas, merci beaucoup, Kimia. Ce que je retiens, c'est que, en principe, selon ton expérience, ça dépend au fait, le milieu familial a vraiment une certaine incidence selon que les parents sont outillés, savent exactement comment le système est plus ou moins régi et ils savent où est-ce qu'ils peuvent aller trouver des outils et là, ils sont capables d'accompagner leurs enfants. Est-ce que c'est bien ça que tu veux dire, d'une façon ou d'une autre? C'est ça? Ok, merci beaucoup. Alors, j'aimerais passer à Adèle qui, en tant que parent, parce que vous êtes ici vraiment pour nous aider à mieux comprendre un peu la réalité des parents. En tant que parent, comment est-ce que vous accompagnez vos enfants? Parce que je sais que vous en avez. Et est-ce que ça serait peut-être vous seriez à l'aise de nous donner peut-être leur âge? Et puis, est-ce que vous avez mis des routines en place? Vous nous avez parlé un peu des différents défis tantôt que vous avez eu à vivre. Mais comment est-ce qu'au jour le jour, dans votre organisation familiale, vous accompagnez vos enfants pour leur permettre justement de réussir? Je peux dire que d'abord, c'est un défi que jusque-là, je suis toujours en train de chercher à relever. Ce n'est pas facile parce que j'ai 4 enfants et qui sont dans des niveaux différents. Il y a ceux qui sont secondaires jusqu'à celle qui est à la garderie. Donc, j'ai balayé presque tous les niveaux, sauf au collège. D'abord, on comprend qu'ici en Occident, on est seul avec son compagnon ou bien son mari. Et on a aussi nos devoirs à chercher à s'intégrer sur le marché du travail. Soit il faut rentrer d'abord à l'école pour que tu puisses aussi s'intégrer. Ce n'est pas facile du tout. Et là, j'avoue, parfois, je lâche certaines responsabilités, surtout avec les grands qui est au secondaire. Je m'implique plus sur le plan de relever l'estime de soi à mes enfants. Parce que je sais qu'ils ont quand même une bonne capacité intellectuelle. Je travaille plus sur leur intégration psychosociale. Parce que je me dis, si les enfants ont une bonne base psychosociale, ils ne peuvent pas être intimidés ou frustrés à l'école et du coup, il faut donner un bon rendement. Donc, franchement, moi, je ne m'intègre pas totalement à détail sur la matière, mais j'ai mis à moi l'éthique pour me montrer si l'enfant a des stress et c'est lui que je vais me concentrer parce que je ne peux pas me concentrer à tous les 4 au même moment. Je me consacre aux 2 petits derniers et les 2 autres, les adolescents, je regarde plus leur comportement. C'est l'éthique à moi que j'ai fait. De temps en temps, surtout le week-end, je prends le moment de feuilleter leur journal et une fois le mois, j'appelle les titulaires de leur classe et leur coach de sport. J'essaie aussi de lui parler. C'est tout ce que j'ai fait. Je sais que je ne suis pas parfaite parent, mais j'ai fait de mon mieux comme ça. Merci beaucoup Adèle de partager avec nous votre expérience. C'est vraiment très, très enrichissant. J'aimerais poser la question à Julie. Julie, au fait, vous avez entendu le témoignage de Kimia. Vous avez entendu aussi ce que nous dit Adèle. Et vous voyez qu'il y a quand même une certaine responsabilité, parmi les facteurs de succès, d'après ce que nous avons aussi lu dans la littérature, il y a vraiment la compétence parentale au regard de l'encadrement scolaire et aussi
le fait que les parents prennent à cœur leurs responsabilités, telles que Adèle nous l'expliquait, parfois ce n'est pas toujours évident et ça peut déboucher sur certaines conséquences qui ne sont pas toujours des conséquences positives. Alors là, on aimerait vraiment savoir, en tant que travailleuse sociale ou éducatrice, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de comment une mauvaise organisation familiale peut avoir un impact négatif sur un enfant et amener même l'école à solliciter l'intervention d'une travailleuse sociale? Merci pour la parole. C'est vraiment une question qui est très délicate. C'est vraiment un problème qui est présent au niveau des familles immigrantes, qui est entre autres la négligence. Lorsqu'il y a un signalement, souvent c'est deux choses. Soit l'enfant est abusé. Quand je parle de l'abus, c'est l'abus physique. Vous savez, tout le monde, nous au Congo, c'était tu n'écoutes pas, on tire les oreilles, tu n'écoutes pas, on donne une tape. Mais ici, c'est autre chose. Puis quand j'ai commencé même ma formation, je me rappelle, mon fils avait 18 mois quand j'ai commencé l'école. Et la première journée, on nous avait donné un bracelet mauve. Un bracelet mauve qui expliquait, qui disait contre la violence. Je me rappelle, j'ai porté ces bracelets-là tous les 2 ans que j'étais à la cité collégiale. Puis, mon fils savait déjà au début, avant que je commence mon programme, Nakobe Kayo. Je disais ça. Je ne voulais pas dire ça en français pour que tout le monde entende, mais c'était pour moi une façon de l'intimider. Je ne frappais pas, mais je l'intimidais. Puis, en tant que parent immigrant, je veux vraiment vous sensibiliser, d'être vraiment patient avec les enfants. Peu importe qu'est-ce qu'ils font, la discipline peut se faire d'une manière verbale. Et tous les enfants ne sont pas pareils. Chaque enfant a une qualité et un défaut. Il n'y a pas un enfant qui est complet. Moi, j'en ai 3, tu vois, chacun a un comportement différent de l'autre. Puis, il y a une façon de communiquer lorsqu'on voit des choses qui ne vont pas. Ça prend beaucoup de patience. Et puis, si vous commencez à être violent avec l'enfant, ça va se voir. Des fois, l'enfant n'est pas capable de s'exprimer. L'enfant devient un peu confuse, renfermée. Elle ne comprend pas, l'enfant n'a pas une bonne note. Il a peur de partager aux parents pour que papa va taper ou maman va taper ou on va crier. Il y a certains parents qui ne tapent pas, mais qui crient sur les enfants. Et on a observé ça beaucoup dans les familles immigrantes. Et c'est à ce moment-là que vous allez voir, on va faire un signalement, un travailleur social va arriver. Puis, deuxième chose, c'est ce que Adèle vient de dire, l'estime de soi. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Au Canada, que vous soyez comme le niveau de vie, ça ne se voit pas. Pourquoi? Je vais m'expliquer. Un parent qui ne travaille pas, s'il a des papiers, on lui donne un montant d'argent pour l'enfant. C'est l'argent de l'enfant et les parents doivent faire en sorte que l'enfant soit équilibré dans la maison puis à l'école. Souvent, tu vois, l'enfant arrive en hiver avec des chaussettes mouillées, des chaussettes qui ne sentent pas bon et l'enseignant ne parle pas, mais quand il voit des choses qui se répètent, une boîte à dîner qui n'est pas complète, il n'y a pas de légumes, il n'y a presque rien. Mais là, l'école va se demander, mais cet enfant, il reçoit l'argent, ça veut dire qu'il y a un abus. Donc, en ce moment-là, ils vont faire un signalement. Puis quand on fait le signalement, les parents ont peur. Moi, je pense qu'il faut collaborer. Quand la travailleuse sociale vient, parfois le signalement n'est pas vrai. C'est-à-dire quoi? Ils ont de prétentions sur vous. Des fois, les enfants aussi disent des choses qui ne sont pas vraies à la maison. Moi, je vais être vraiment direct, je vais être comme un témoignage. Ma dernière fille parle. C'est un enfant qui est très verbal. Elle verbalise, elle dit tout.
Un matin, j'ai déposé, à l'époque, elle faisait la garderie, puis ils ont remarqué une égratignure dans son bras. Tout de suite, ils ont fait un signalement. Puis, en rentrant à la maison, ils sont venus. Fait que quand la travailleuse sociale vient chez toi, tu dois l'accueillir avec sourire. Ne te sens pas, surtout quand tu es innocent, tu n'as rien fait, accueille-le avec sourire. Il veut rester avec l'enfant, laisse l'enfant verbaliser, laisse l'enfant parler. Tu vas voir, il va faire les enquêtes, puis il va remarquer qu'il n'y a rien. Fait qu'ils ont remarqué que c'était juste une crème qui n'est pas passée, peut-être l'enfant s'est frotté quelque chose, puis vous savez, nous les immigrants, il y a toujours des préjugés. Ils vont faire un signalement. Le fait de faire un signalement, ce n'est pas dire que c'est toujours vrai. Qu'est-ce que l'école raconte? Non. Et quand la travailleuse sociale arrive, on vous dit, on a un rendez-vous, la travailleuse sociale vient chez toi, la première des choses, il va circuler à la maison, il va aller regarder les frigidaires. Les frigidaires, c'est un signe pour dire que est-ce que cet enfant est bien nourri ou pas. Tout ça, là, c'est noté. Il va rentrer dans ta cuisine, va faire semblant, elle va ouvrir ton frigidaire, puis elle regarde. Elle va chercher la deuxième chose, où les enfants se couchent. Fait que si vous avez 4 enfants, même si la maison est petite, chaque enfant doit avoir sa pièce de confort. Et c'est à partir de ces choses-là qu'ils vont voir si ça va ou ça ne va pas. Donc, c'est ça. Moi, je pense que je rejoins Adèle pour dire que l'estime de soi est très importante et ça montre vraiment que l'enfant est bien considéré, l'enfant reçoit de l'amour de ses parents et l'enfant est valorisé dans son milieu. Je pense que je vais m'arrêter là. Sinon, je vais pas répondre. Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, Julie. Waouh, c'est vraiment très, très intéressant. On pouvait continuer encore des heures, mais nous avons aussi nos enseignants qui vivent des choses dans leur classe. Alors, je me retourne vers vous et je voudrais vous demander quel autre conseil donnerez-vous aux parents, vous en tant qu'enseignants, dans vos classes? Est-ce que avez-vous eu des exemples concrets qui peuvent témoigner d'une certaine lacune dans l'organisation familiale? Et qu'est-ce que faites-vous dans ce cas-là? J'aimerais commencer par vous, Monsieur Jean-Paul, peut-être en 2-3 minutes, si vous pouvez nous donner quelques exemples que vous avez eus et qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous avez remarqué qu'il y avait une certaine mauvaise organisation familiale. Comment vous l'avez remarqué? Oui. Monsieur Jean-Paul, votre micro, s'il vous plaît. Étant qu'un enseignant, c'est facile de remarquer parce que chaque jour, nous avons l'habitude d'accueillir les enfants un à un. Donc, ça peut arriver que tu es devant la porte et que tu dis un bonjour et jusqu'en regardant l'enfant, vous saurez qu'il y a un problème. Jusqu'à l'entrée, dès que l'enfant entre, il y a un problème. Il y a d'autres enfants qui, parce que au fur et à mesure qu'ils développent la confiance avec l'enseignant, s'il y a un problème, automatiquement, l'enfant vient auprès de l'enseignant pour lui parler. Moi, avec mes élèves, c'est toujours comme ça. Donc, je fais en sorte que mes enfants me fassent beaucoup plus de confiance. S'il y a un problème, ils viennent souvent me dire. Au lieu d'être frustré, ce que je dis, si vous avez un problème, je vous rassure que j'ai la solution. Donc, c'est ce que je dis à mes élèves, j'ai la solution. Si vous avez n'importe quel problème, essayez de parler avec monsieur. Monsieur vous trouvera la solution. Donc, ça veut dire que les enfants cherchent cette protection, cette garantie, cette confiance. C'est à partir de cette confiance, les enfants vous disent s'ils ne se sentent pas mieux. Alors, je donne un exemple. Si un enfant n'a pas parlé, juste en observant, je vais donner un exemple typique. Il m'est arrivé qu'un jour, j'ai décidé d'observer un élève de ma classe, lundi au vendredi. Cet enfant n'a mené que des pogo. Pogo, yaourt en bouteille d'eau. Si ce n'est pas pogo, c'est le pain. À l'intérieur, il y a, je crois, deux saucisses, bouteille d'eau, fruits. Je savais, même là où je suis là, je sais que cet enfant qui ouvre son sac, je trouverai la même chose. Parce qu'il avait eu maintenant l'habitude de commencer à faire des trocs, à demander à ses amis, est-ce que tu peux prendre le pogo et me donner ça? Et ce qu'il faisait, moi étant qu'enseignant, j'ai remarqué qu'il y a un problème. Et en approchant l'enfant, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'on me donne chaque jour. Il y a d'autres enfants qui crient même. Ah non, je ne mange pas ça. Les autres, beaucoup, jettent. Il vient juste devant la poubelle, il prend la pomme, il jette, il prend tout ce qu'on a mis, il jette, il choisit, il peut prendre un pain, il mange. Et cet enfant, ce qu'il faisait,
Il ouvre comme ça, il prend pour le pogo, il cherche d'abord le trop. Si ça ne marche pas, il va jeter, il va prendre la pomme, il mange ou bien des biscuits. C'est ce qu'il faisait. C'est ce que cet enfant faisait. Donc, quand j'ai remarqué, j'essaie de parler, il m'a dit, c'est ce que maman me donne. Maintenant, le problème, c'est quoi? Il faut que vous essayez maintenant de contacter les parents. Mais je ne peux pas appeler maman au téléphone et essayer de parler avec maman au téléphone, ce genre de problème. Donc, j'essaierai de convoquer maman pour parler avec maman tête à tête. Mais maman ne vient pas, maman est occupée. Maman ne vient pas, maman est occupée. C'est là où il y a des problèmes. Les parents ne viennent pas. Ce genre de problème aussi au téléphone, non, c'est sensible. Est-ce qu'il faut dire à la direction? Non. Étant qu'enseignant, on peut gérer. Qu'est-ce qu'on fait avec cet enfant? Peut-être qu'il va descendre à la direction, commencer à accommoder l'enfant. Donc, parce qu'il vous a parlé. Donc, c'est à vous de chercher la solution. Vous descendez en bas, vous demandez à la direction de vous épauler, ou bien vous-même, vous commencez à commander la pizza pour l'enfant. Si c'est pour l'épauler avant de contacter les parents. Là, c'est 1. 2. Je donne encore un autre exemple. Un enfant est venu me voir le matin, juste en entendant. Je l'ai vu triste. Je dis, écoutez, on va parler, rester là. Après la prière, on parlera. Après la prière, c'est la fille qui est venue me voir. Monsieur Jean-Paul, ce n'est pas la faute de papa. C'était la faute de maman. Elle a commencé par me dire ça. Ce n'est pas la faute de papa, mais c'était la faute de maman. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Maman était en train de crier à la maison. J'ai vu maman taper papa. Quand papa poussait maman, maman appelait la police. J'ai demandé à l'enfant qu'est-ce qui est arrivé après. La police a pris papa. Ça reste. L'enfant sait ce qui s'est passé. Mais la police n'a pas parlé avec l'enfant. Elle vit avec ça. La fille vit avec ça. Et c'est où se défouler. Imaginez-vous, vous restez avec cet enfant à la maison. Toi, tu es maman. Et son père n'est pas là. Elle sait et la vie. Tout ce qu'on dit à la maison, nos enfants écoutent, mais ils ne participent pas à nos discussions. Ils écoutent tout, ils ont tout ce qu'on dit là. Ils écoutent, mais ils ne participent pas. Ils sont très intelligents. Tout ce que tu dis, à moins que vous parlez lingala ou autre langue qu'ils ne maîtrisent pas. S'ils maîtrisent le français, vous parlez français ou une langue qu'ils maîtrisent, ils écoutent par respect. Ils ne participent pas. Mais tout ce que tu es en train de dire, si les gens disent, si tu es en train de faire le colpotage, tous les enfants englobent. Parce qu'ils vivent que de nos expériences. C'est dans la classe qu'ils réagissent. Donc, ces gens d'enfants déjà à la classe, ils ne sont pas disposés d'apprendre. Ils ne sont pas disposés d'apprendre parce qu'il y a déjà un problème. L'autre problème, ce sont les parents et même qui nous amènent des problèmes. Dispute à la maison, maman appelle l'école. Pour demander à l'école, papa n'a pas le droit de voir l'enfant. Papa se pointe à l'école pour voir l'enfant. La direction, maintenant, se retrouve dans la position où il faut un peu pousser papa parce que c'est maman qui a le droit sur l'enfant. Vous voyez tout ça? Ce sont des histoires-là qui créent des problèmes. Et l'enfant, il arrive des fois, l'enfant voit papa comme ça à la sortie. L'enfant sait que c'est mon papa qui est là devant la porte. Mais papa n'entre pas. Mais l'enfant a besoin même de voir papa, de parler avec papa. Mais la loi ne vise pas papa d'entrer. Vous voyez ce genre de situation? Donc, vous êtes déjà en train de détruire l'enfant. Vous êtes en train de détruire l'enfant moralement parce qu'il est en train de vivre ça. C'est ce que nous vivons maintenant dans nos salles de classe. Nous vivons avec les enfants qui nous présentent des problèmes, qui se sentent frustrés, des enfants qui amènent des collations qu'ils n'aiment pas. Si c'est la faim est déjà là, l'enfant commence la journée avec la faim, il ne va pas terminer la journée. Souvent, ils vous disent je connais, ils vous disent j'ai mal au ventre. Parce que mal au ventre, si l'enfant commence à vous dire j'ai mal au ventre, la première question qu'on se pose, est-ce que tu veux que je te donne quelque chose pour manger? À 80%, ce sera oui. Si l'enfant est vraiment malade, tu sauras. Mais si c'est la faim, 10h, 11h, il va te dire. Il arrive encore, pour terminer, les matins, il y a d'autres enfants, je ne sais pas, ils arrivent à l'école, ils n'ont pas même mangé les céréales. Ils n'ont pas mangé même les céréales, ils n'ont rien mangé, ils vont manger à l'école. Mais il faut mettre dans votre tête que l'école peut commencer à 8h, mais les enfants auront la chance de manger à 10h.
de 8 heures à 10 heures, cet enfant en fait. Mais par contre, il y a d'autres enfants dans leur famille, ils ont déjà développé l'habitude de manger les céréales avant de venir. Donc l'enfant, avant de quitter la maison, on le force de prendre même ne fût-ce que 2 cuillères de céréales avant de quitter la maison. Juste de boire de lait. Mais ce qui ne se passe pas chez nous. Chez nous, maman dort, c'est le grand frère ou la grande sœur qui accompagne sa sœur, ou bien il se lave, on descend et puis on part avec le sac de collation. Donc, tout se passera à l'école. Donc, le contrôle le matin, là, il n'y a rien, il n'y a pas de céréales, il n'y a pas de collation, il n'y a rien. L'entrée du matin, là, c'est rien. L'enfant commence la journée en mangeant à 10 heures. Wow. C'est ça aussi un autre problème. Un enfant qui a l'habitude de prendre les céréales le matin, et que le lundi, cet enfant doit manger à 10 heures, ça crée déjà un problème dans la classe. Pour ne pas monopoliser la parole, je laisse aux autres aussi d'ajouter. Vraiment, waouh, très, très, très intéressant. Je pense qu'on fera une troisième, quatrième conférence sur ce sujet parce qu'il y a tellement beaucoup à dire. Kim, toi qui es aussi enseignante, tu as entendu ce que Jean-Paul a dit. Est-ce que vraiment tu partages, c'est vraiment ton expérience aussi? Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter un peu sur ces climats difficiles familiales ou bien cet aspect de la négligence qui peut justement être un facteur qui entrave la réussite scolaire des enfants? Oui. C'est pas facile. Je vais vous partager une expérience que j'ai présentement. J'enseigne en 5e année. C'est ma 2e année que j'enseigne en 5e année. Et je pense que vous savez un petit peu, parents, mais avant même que l'élève commence l'année scolaire, nous, les enseignants, on se rencontre un peu pour connaître un peu les dossiers des élèves. Le dossier des élèves, c'est connaître un petit peu nos élèves qui s'en viennent dans notre classe. Fait que j'ai déjà une idée un peu de ce qui m'attend. Et lorsque j'apprends à connaître mes élèves, là, je vois vraiment ce qu'on m'a dit et je remarque vraiment d'autres choses. Alors, je présente ce cas que j'ai présentement, c'est que c'est 2 immigrants et les 2 immigrants sont en difficulté d'apprentissage, grosse difficulté d'apprentissage, les 2. Il y en a un, le parent est là, mais le parent n'est pas là, motive pas l'enfant, n'encourage pas l'enfance. Cet enfant-là n'a pas d'estime de soi. Tandis que l'autre, le 2e, malgré qu'il a de grandes difficultés, mais le parent est là et l'encourage, est toujours là avec lui en train de l'encourager. Et ça paraissait juste sur la posture des 2 élèves. Tu vois la différence. Un qui est capable de parler, là, il ouvre les yeux, il me regarde, tandis que l'autre est toujours comme ça, comme ça. Quand il rentre dans la classe, il est comme ça. Madame, et puis comme ça. Et c'est moi qui l'encourage, qui regarde, qui le prend, et puis je joue un petit peu avec, je ris, je souris pour l'encourager, pour qu'il puisse parler, tout ça. Mais sinon, tu vois comme ça. Alors, celui qui est toujours comme ça, c'est lui que je veux justement parler aux parents. On m'a dit, Kim, oublie ça, il ne viendra pas à l'école. OK. Déjà averti, il OK. ne viendra pas à l'école. J'ai fait, ah oui? J'ai fait, OK. Fait que ça, c'est les enseignantes qui ont parlé de ça. Mais moi, j'ai dit, OK, je vais essayer. Effectivement, j'écris par courriel. Il me répond, mais tu vois que le parent n'est pas tout à fait ouvert. Alors moi, ma stratégie, c'est de continuer à écrire, à essayer de connecter avec lui ou de voir s'il va venir dans la rencontre des parents, s'il va assister. Sinon, ma dernière carte, on m'a dit comme ça, c'est seulement la directrice. C'est quand la directrice appelle, seulement parce que, bon, il y a cette mentalité, la direction, top-down. Je dois. Donc, c'est seulement la directrice. Alors, j'ai dit, OK, c'est ma dernière carte. Si après 3 fois, je vois qu'il ne répond pas, qu'il ne veut pas venir, qu'on puisse parler ensemble, je vais dire à la directrice, tu l'appelles, voici la situation, tu connais déjà la situation, j'aimerais parler avec le père. Il est en 5e. La 5e année, c'est une année quand même assez importante. Très, très importante et il est en difficulté d'apprentissage. On est là, je suis là, je vais l'encourager. On a les spécialistes aussi avec, mais on veut
au moins un minimum de collaboration. Mhm. Là, on n'a pas de collaboration du tout. Alors moi, puis je suis intéressée à savoir pourquoi est-ce que comme il n'a jamais été ouvert, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il n'y a pas eu toutes les formations, je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Donc, je veux connaître l'histoire de cet enfant-là pour pouvoir vraiment l'aider. Mais je sais que j'ai besoin de la collaboration de papa ou de maman. Et souvent, quand papa est là, maman est là, il y a des situations dans des familles où ce que maman ne dit rien sous papa. C'est pour ça, moi, je dis, je veux vraiment voir papa. Je veux rencontrer papa, m'asseoir avec papa pour pouvoir lui parler. Donc, il y a des situations comme ça qui arrivent aussi. C'est triste à dire, mais c'est ça. Donc, il faut... j'ai beaucoup aimé les histoires d'estime de soi parce que ça vraiment sur l'enfant, que ça soit au niveau des difficultés d'apprentissage, que ça soit le fait qu'il n'est pas bien habillé, qu'il n'a pas mangé, tout ça joue. Ça joue tellement sur les apprentissages. Mais nous, les enseignants, on voit ça facilement et on est là pour pouvoir vraiment venir ajouter ce qu'on peut ajouter, créer une atmosphère, une ambiance pour que l'enfant, justement, puisse se regarder, avoir la tête haute. Yeah. Wow. Intéressant. Justement, l'estime de soi, selon nos recherches, a aussi été vraiment citée parmi les facteurs les plus importants dans la réussite scolaire. Élise, j'aimerais vraiment me retourner vers toi, là, toi qui travailles beaucoup avec des parents immigrants. Ça fait quand même très longtemps que tu travailles avec eux, notamment en tant que conseillère. Tu les reçois quand ils arrivent et puis tu les orientes aussi beaucoup. Est-ce que tu penses que ces parents sont vraiment outillés pour faire face, pour justement amener ces enfants à avoir plus confiance en eux, à amener ces enfants à développer leur estime de soi, au cas où ils l'auraient même perdu, à y arriver là? Ou bien comment est-ce que tu fais? Quelles sont les recommandations qui sont... que vous donnez à ces parents pour justement les booster, pour booster aussi l'estime de soi de ces enfants? On aimerait tous parler le même langage. Estime de soi, une définition vraiment très, très simple. C'est un concept qui renvoie au fait au jugement global, positif ou négatif qu'une personne a d'elle-même. Alors, les enseignants nous ont donné un tout petit peu certaines stratégies. J'aimerais bien aussi savoir... Élise, qu'est-ce qu'on le fait, par exemple, au niveau du conseil? Je sais que tu n'es pas ici pour les représenter, mais tu as beaucoup travaillé avec les parents immigrants. Est-ce qu'il y a des stratégies mises en place pour aider les parents à développer l'estime de soi de leur enfant? C'est bien que tu parles d'outils, en tout cas, qu'on met en place pour les parents. Tout à l'heure, là, j'entendais les gens, j'entendais tout le monde parler, et moi-même aussi au début. C'est que je dois dire, c'est que je comprends parfaitement qu'il est vraiment important, puis on est là autour de cette table pour parler de la réussite scolaire des enfants, des élèves. Et moi, avec ma petite expérience et même dans l'organisation où je travaille, on a vite remarqué que pour que les enfants puissent réussir, il faut que les parents soient en bonne santé. Souvent, on va parler de la réussite scolaire des élèves, mais on ne regarde pas le parent. Et justement, moi, j'ai vraiment eu la grâce d'accueillir plusieurs parents immigrants. Et ce que je remarque dans la vie de ces parents-là, ce sont des hommes et des femmes stressés. Les parents immigrants vivent beaucoup de choses. Et moi, je ne me rappelle pas le nombre de fois que j'ai pleuré avec les parents dans mon bureau. Parce que tu écoutes, tu essaies de comprendre ce que la personne vit. La personne elle-même ne se retrouve même pas. Je vais juste donner un exemple. Parmi les projets que je gère, je m'occupe également de la gestion de programmes des bénévoles au CPO. Et un jour, j'accueille un papa qui arrive, qui sort de l'école Les Carrefours. C'est en fait une école des adultes. Et le monsieur arrive, c'est un papa congolais, et il arrive, on commence à parler. Et il me parle de son parcours et il s'est fait que je connaissais les messieurs, qui il était, et je savais en tout cas que c'était un grand homme. Mais parce que les années se sont écoulées, là, il est revenu reprendre son secondaire pour finalement, parce qu'étant donné qu'il a pris, il a obtenu son diplôme secondaire, en tout cas, ça faisait des années et il y avait pas mal de choses, son diplôme n'était pas reconnu et finalement, il s'est dit,
il va aller prendre ses diplômes-là du secondaire et puis aller se trouver quelque chose et y aller. Alors, moi, on m'a référé le monsieur pour que le monsieur puisse faire du bénévolat. On m'a dit, écoute, on lui a dit, va faire du bénévolat, comme ça tu vas acquérir de l'expérience parce que le monsieur n'arrivait pas à se trouver un emploi. Mais quand j'ai commencé à parler avec les messieurs, je me suis rendu compte de qui il était. J'ai comme, mais face à moi, j'ai vraiment un grand homme qui, en fait, on ne va pas se les cacher, c'est vraiment réduit à ça. Et comment on veut qu'un papa comme ça puisse soutenir l'apprentissage ou la réussite scolaire de son enfant? C'est vrai que oui, on doit parler des enfants, mais comme je le disais, je vois des parents immigrants stressés, je vois des déchirures entre les familles, la maman qui va de l'autre côté, les papas qui vont de l'autre côté. Et souvent, oui, on va appeler les parents, on va dire, venez pour voir telle chose. Mais est-ce que la maman n'est pas là? Son couple est en train de battre de l'aile. Elle-même, elle est stressée. Dans certains cas, elle n'a même pas ses papiers ou ils n'ont même pas des papiers. Il ne sait pas s'il va être au Canada ou on va le renvoyer. Il n'a pas d'emploi. Dans d'autres cas, c'est un médecin qui doit descendre pour aller chercher, devenir En fait, je n'essaie pas de minimiser ici les emplois. C'est vraiment pas ce que j'essaie de faire. Mais on s'entend que quand tu as passé X nombre de temps aux études et que tu as été quand même quelqu'un, ça devient très difficile. Tu as occupé certains postes. Ça devient très difficile pour une telle personne de redescendre. Déjà, ces parents-là à qui on demande de travailler l'estime de soi de son enfant n'a déjà pas son estime de soi. Son estime de soi est brisée. Ça devient très difficile pour une personne pareille. Comme on le dit, on ne donne que ce qu'on a, donc qui n'a pas d'estime de soi, de donner de l'estime de soi à un enfant qui n'a pas. Donc ça, ce sont des situations qu'on voit souvent. Et moi, personnellement, ce que je remarque dans nos communautés immigrantes, c'est qu'on ne veut pas parler du stress. C'est pour les fous, c'est les affaires des Blancs. Nous, on n'est pas stressés, surtout quand on est chrétien. Jésus va tout régler. On ne parle pas de stress. Donc ça, c'est ce que j'ai remarqué. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les parents immigrants ont vraiment de la difficulté à chercher de l'aide. Je ne sais pas si c'est par orgueil ou quoi. On peut vraiment avoir des difficultés chez nous dans nos maisons. On s'est dit, on va le régler. Peu importe l'aide qu'on va nous présenter, on ne veut pas aller chercher cette aide-là. On se dit, on est capable, on va le régler. Ou comme je le disais tout à l'heure, surtout quand on est chrétien ou on est croyant, tout court, on va prier et Dieu va régler les choses. Donc, nous, personnellement, moi, ce que j'encourage vraiment, que ce soit aux enseignants, et même de plus en plus, on organise, avant, c'était les directions et les enseignants qui organisaient les portes ouvertes dans les écoles. Et là, lors des portes ouvertes ou des soirées de bulletins, on va juste parler du bulletin, on va parler de l'élève. Un peu ce qu'on est en train de faire ce soir, on parle de l'élève. Mais moi, personnellement, j'encourage de plus en plus nos directions à ne pas seulement parler de l'élève, mais à parler du parent aussi. Donc, on va allier, lors de portes ouvertes, on va aller chercher toutes les ressources qui sont disponibles pour l'élève et on cherche aussi les ressources importantes pour les parents. Qu'est-ce que le parent a besoin? Et je pense que c'est vraiment important pour les enseignants aussi d'être sensibles à ça. Qu'est-ce que ces parents-là ont besoin? Oui, cet enfant-là est arrivé avec sa boîte à linge qui est vide, mais pourquoi? On pourrait être très étonné que la maman n'a pas dormi du tout. Elle a travaillé jusqu'à 1h du matin et on s'entend que c'est un humain. En fait, je n'essaie pas d'excuser ça, mais j'essaie vraiment de tirer toutes les réalités que moi, je rencontre dans mon travail, les réalités des parents. Et c'est vraiment ça qui m'a permis de comprendre pourquoi ça ne va pas du côté des élèves. Alors oui, moi, quand on voit des élèves qui ne réussissent pas, moi, je suggère souvent aux directions, demander aux parents qu'est-ce qu'ils ont besoin. Un parent qui a besoin d'un emploi, le jour où il va venir pour signer le bulletin de son enfant, par exemple,
je veux lui emmener Walmart qui est en train d'embaucher, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on a transformé nos portes ouvertes, finalement, aux soirées communautaires, où il y a un tout. Quand le parent arrive à l'école, il n'arrive pas seulement pour son enfant, mais il arrive pour lui aussi. On parle aussi, oui, je sais que dans nos communautés, c'est très difficile d'entendre le métier des psychologues. Là, non, le psychologue, c'est pour le fou. On ne veut pas du tout y aller là-bas. Mais c'est quand même important de parler de tout ça. Et puis tout à l'heure, là, j'entendais, je ne sais plus, je pense que c'est Julie qui parlait de travailleur social, où les parents sont comme non, je ne m'approche pas. Donc, on met tout ça à la disposition des parents, pas seulement pour les enfants, mais pour les parents. Et moi, de plus en plus, j'encourage vraiment aux gens. Quand vous voyez un enfant qui ne va pas bien, c'est certainement parce que les parents ne vont pas bien non plus. Certainement parce que moralement, ça ne va pas. Certainement parce qu'il y a un manque. Parce que quand les parents sont en santé, je vais dire émotionnelle, matérielle, tout, ça devient plus facile pour ces parents-là de faciliter la réussite scolaire de leurs enfants. Alors, donc, c'est à peu près ça, au risque de me répéter. Moi, on essaye de plus en plus, en tout cas dans le cadre de mon emploi, à lier tous les besoins des élèves et les besoins du parent. Et ça, c'est une façon de sortir, un peu comme ce que Kim disait, on a remarqué que beaucoup des parents immigrants ne viennent pas aux rencontres des parents. Alors, moi, ce que j'encourage, lors des rencontres des parents, on essaie de voir qu'est-ce que nos parents ont besoin. Donc, on va aller chercher ces ressources-là, on les met à la disposition des parents et on dit aux parents, le jour où tu viens pour signer les bulletins de ton enfant, tu vas rencontrer peut-être un avocat en immigration qui va t'aider avec les papiers, tu vas rencontrer, je ne sais pas, quelqu'un qui va t'aider à construire ton CV, tu vas rencontrer la cité collégiale, on travaille beaucoup avec la cité collégiale, tu vas rencontrer la cité collégiale qui va être là pour tes études, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment ce que j'ai à rajouter, être sensible aux besoins de parents, oui, des enfants, mais être beaucoup plus sensible aux besoins de parents aussi. Merci, merci beaucoup, Élise, pour ce partage très, très intéressant. Justement, tu as parlé du rôle aussi de la communauté, que vous faites en sorte que ce ne soit pas seulement une approche basée principalement sur l'élève, mais qu'une approche communautaire, un peu dans le sens où vous apportez tous les services, entre guillemets, sous le même toit lors de ces rencontres des parents. Ça, c'est vraiment une idée vraiment très, très, très louable. Je pense que c'est très bon de l'apprendre et ça nous permet à nous aussi de voir comment est-ce que nous pouvons faire les choses. Je vais donc donner la parole à Hanifa qui va nous parler justement de cette approche communautaire, l'importance de la communauté dans la réussite des enfants. Merci Mireille. Toutes les interventions étaient tellement intéressantes que j'ai comme l'envie de dire est-ce qu'on peut continuer? Mais bon, on est obligé de passer à un autre sujet, celui du rôle de la communauté. C'est vrai que jusqu'ici, on s'est focalisé sur la famille, l'école, mais bon, on ne vit pas dans une cellule limitée. Là, on vit tous dans une communauté. Et on sait, toujours à travers la littérature, que la communauté peut jouer un rôle, ainsi que les organismes communautaires. Il n'y a pas que l'école ou la famille seule qui peuvent aider à la réussite scolaire de nos enfants. Tous nos panélistes ici, vous êtes des leaders communautaires et vous êtes aussi parents. Alors, maintenant, ma question à vous en tant que leader, donc je vous demanderai quand vous répondez à cette question de porter vos deux chapeaux, chapeau leader, chapeau parent, et de voir comment vous voulez approcher cette question-là. Donc, j'aimerais savoir comment, en tant que parent et ou leader, vous pensez influencer la réussite des enfants, ou comment les organismes communautaires peuvent influencer la réussite de nos enfants. Je vais commencer par M. Jean-Paul. Je sais que vous êtes très impliqué dans la communauté congolaise à Toronto, plus précisément en tant que président du conseil d'administration de la communauté congolaise de Toronto. Bon, c'est pas pour vous mettre sur la sellette, comme on dit. Là, c'est vrai que je suis en train d'amener votre chapeau de leader, mais vous pouvez aussi le laisser et parler en tant que parent. Comment voyez-vous le rôle
de la communauté pour les enfants? Quel est le rôle présentement? Quels sont vos espoirs par rapport au rôle que la communauté devrait jouer? Vous avez à peu près 2 minutes pour répondre, comme ça nous permettra d'essayer de finir à temps. Merci. D'abord, en tant que leader communautaire du côté éducation, il faut que la communauté fasse de son mieux pour aller chercher des modèles. Vous savez, nos enfants ont besoin d'être mis devant des modèles, des élites. Pourquoi je touchais ces points? C'est parce que si nous posons des questions à nos enfants à la maison, même en classe, qu'est-ce que tu comptes devenir? Beaucoup nous disent, par exemple, moi, je serai Jordan, ou bien je vais être comme James. Pourquoi? Parce que tellement qu'il aime d'abord le basket, et puis de deux, il voit aussi, s'intéresse à tout ce qui se passe tout autour du basket, leur vie, ils sont des millionnaires. Automatiquement, l'enfant porte ses chapeaux dans sa vie, là, il se retrouve là. Il est beaucoup plus exposé à cette activité. Il y a les autres, ils parlent de quoi? Du sport, il y a les autres qui parlent d'autres choses. Pourquoi? Parce que ces enfants sont habitués beaucoup plus au divertissement. Il y a des réseaux sociaux, les enfants sont distraits, ils sont attirés par beaucoup de choses. Mais ils ne prennent pas beaucoup de temps d'être exposés devant des modèles. Si vous amenez, par exemple, la communauté peut amener, par exemple, des ingénieurs, des médecins, et puis, par exemple, des enseignants devant ses élèves. Mais si vous amenez, il faut aussi chercher l'APA. L'APA, c'est quoi, par exemple? On organise une inscription. Ça demande de l'argent, bien sûr. Vous mettez quelques enfants à l'intérieur, inscription. À un moment donné, vous présentez ces gens-là. Donc, les enfants seront disposés maintenant d'écouter ces gens. Et ces gens, maintenant, auront maintenant le pouvoir de parler, par exemple, comment je suis devenu médecin. Les difficultés que moi, j'ai rencontrées en étant étudiant et comment ces métiers me payent. Qu'est-ce que j'ai, par exemple, comme bien? Comment je mène ma vie? En exposant les enfants en ce genre d'atelier, ils vont développer aussi cette habitude-là de devenir, de copier ces gens. Parce que c'est très important d'avoir des élites et des modèles dans la communauté. C'est ce que nous cherchons. Mais ça demande aussi des fonds pour organiser ce genre d'atelier. Si on ne retrouve pas ces gens dans la communauté, on peut aller dans d'autres communautés pour voir. Je donne un exemple qui s'est passé dans notre école. Il y a une enseignante qui avait invité des pilotes. J'avais vu un pilote camerounais et puis l'autre était, je crois, ingénieur de l'aviation, quelque chose pareil. Un Nigérien. Mais je vous dis que les enfants étaient très, très curieux de voir comment ces gens faisaient les expositions. Surtout quand les pilotes étaient en train de parler, ils montaient à l'intérieur de l'avion. Les enfants étaient vraiment curieux. Il expliquait comment il peut faire décoller l'avion, comment les passagers entraient et sa vie. Il a monté sa maison, il a monté ses chiens. Vraiment, à la fin, quand on a posé la question, beaucoup d'enfants nous disaient, écoutez, moi, je vais faire l'aviation. Vous voyez? Donc, parce qu'ils ont vu quelqu'un devant eux. Mais nos enfants ont l'habitude de voir d'autres personnes dans les réseaux sociaux. Ils voient des musiciens, ils voient des polémiques, ils voient des histoires là qui mettent des barrières aussi dans leur vie. Donc, voilà pourquoi, en tant que leader dans la communauté, nous cherchons ce genre d'activité, bien que ça demande de l'argent, pour orienter les enfants. Et puis, à part ça, chercher aussi des ateliers de formation pour les parents. Parce qu'on a parlé des parents ici, ça c'est vrai. Il faut informer les parents, par exemple, comment gérer les crédits. Ou vous invitez quelqu'un pour parler de ça. Et informer les parents comment chercher le travail, c'est ce qu'on fait. Et si nous traitons avec d'autres compagnies, d'autres organismes aussi, pour aider les autres à trouver de l'emploi. C'est ce que nous faisons. On ne peut pas tout dire ici. Mais pour terminer aussi, il y a d'autres choses avec les enfants et dans la communauté. Parce qu'il y a eu Covid, nous sommes déjà en contact avec les enseignants. Parce que nous voulons organiser encore des tutorats dans la communauté. Peut-être ça sera en ligne, en mode ligne. Parce que nous avons remarqué que nous sommes maintenant en mode ligne, mode virtuel. Et beaucoup d'enfants ont beaucoup de difficultés au niveau des devoirs. Parce qu'ils ne sont pas en contact avec les enseignants. Nous voulons maintenant faire appel aux enseignants, ça peut être congolais ou bien d'autres camerounais, mais beaucoup plus de ma communauté, pour épauler ces enfants. Je crois 30 minutes en ligne, je crois ça aidera. Et tant que communauté, ça c'est ce qu'on peut apporter comme communauté en éducation et puis dans nos familles.
Merci beaucoup. Donc, deux volets que je retiens, donc le mentorat et puis le soutien, comme vous dites, en tant qu'enseignant aux enfants, donner des exemples, des modèles aux enfants. Il nous reste très peu de minutes. Normalement, nous devrions terminer dans 8 minutes. Je sens déjà qu'on va terminer un tout petit peu en retard. Je m'en excuse d'avance. Et je demanderai donc, je vais juste peut-être demander à un ou deux panélistes qui aimeraient bien peut-être ajouter quelque chose par rapport à cela. On a eu un enseignant, donc je vais quand même, je vais m'adresser à Kim, parce que Kim, c'est vrai que vous êtes enseignante, mais vous avez un autre aspect que je qualifie de communautaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de cela? Et puis après, je demanderai à Julie de parler, et puis après, Délie pourra passer avec les questions. OK. Et Kimia aussi, oui, en effet. Okay. Aspect communautaire. De quoi tu parles? Là, j'ai plein de choses dans ma tête, là. Organisme, à part l'école, à côté de l'école, dans la communauté, est-ce qu'il y a des organismes, est-ce qu'il y a des activités, est-ce qu'il y a des services autres, très brièvement, comme vous êtes parental, ça c'est... Oui, ça, OK, ça fait partie. Si vous voulez nous en parler très brièvement, disons 2 minutes. 2 minutes? OK, mais 5 secondes pour dire une chose qui est bon aussi, c'est d'encourager les talents des enfants, les talents, les dons qu'ils ont, et puis de les mettre dans des activités qui sont autour de la communauté. Si c'est un artiste, développer ça. Si il aime chanter, mais développer ça, trouver quelque chose dans la communauté. S'il aime lire la lecture, composer, donc développer ça. Ça, c'est une chose. OK, sinon, pour revenir à ce que Hanifa dit. Oui, alors personnellement, moi, à côté, je suis enseignante, mais à côté aussi, je suis coach parental familial, donc j'accompagne les parents, les familles dans tout ce qui est notre sujet d'aujourd'hui, la réussite scolaire. Alors que ça soit l'organisation familiale, la routine, les devoirs, les leçons, la discipline. Bon, il y a tellement de sujets par rapport à ça. L'attention et la concentration chez l'enfant. Alors, qu'est-ce que je fais? C'est que j'aide les parents, j'accompagne les parents vraiment. Je les aide à les outiller, les encadrer pour qu'ils puissent vraiment aider leur enfant pour réussir à l'école. Donc, c'est un peu ce que j'ai mis sur pied avec l'expérience que j'ai eue en tant qu'éducatrice et en tant qu'enseignante, en tant aussi travailleur d'établissement dans les écoles à Ottawa. Donc, j'ai travaillé à Ottawa, au Québec aussi, et milieu privé, milieu public, primaire, secondaire, garderie. Donc, avec toute cette expérience-là, j'ai vu que j'ai beau essayer, mais si le parent n'est pas là, c'est difficile. Donc, je vais chercher le parent et l'enfant, et je les amène ensemble pour la réussite en fonction de la famille. Donc, c'est un moyen que j'ai mis sur place pour pouvoir vraiment aider la communauté. C'est très intéressant. Justement, on partagera avec les participants le lien vers votre site. Comme ça, ils pourront avoir plus de renseignements sur ce que vous faites. Je vais passer peut-être à Kimia, parce que Kimia aussi, elle est très impliquée dans la communauté congolaise, ici dans la région d'Ottawa-Gatineau. Vous, de votre côté, qu'est-ce que vous faites en ce moment au sein de la communauté congolaise, ou bien qu'est-ce que vous pensez qui devrait être fait pour pouvoir accompagner les enfants? Est-ce que vous êtes du même avis que M. Jean-Paul? Est-ce que vous faites la même chose? Donc, vous avez 2 minutes pour y répondre aussi, s'il vous plaît. Bien sûr, merci Hanifa. En effet, c'est vraiment un sujet qui avait été soulevé au niveau du comité exécutif de la communauté congolaise d'Ottawa-Gatineau. Néanmoins, nous n'avons pas encore instauré soit un programme ou un projet justement pour aider les parents à cheminer durant les années scolaires des enfants. Toutefois, je sais que nous aurons notre Assemblée nationale, je suis tellement aussi, comment je peux dire, rivée vers la politique québécoise, en tout cas. Notre Assemblée générale, voilà, aura lieu au mois d'octobre. C'est à ce moment-là que nous pourrons justement mener comme un bref sondage auprès des membres
pour leur demander qu'est-ce qui est, disons, voulu ou bien quel est leur souhait par rapport à ce que la communauté congolaise, l'organisation peut faire pour justement aider aussi notre relève à être des modèles, à réussir durant leurs années scolaires et que nous puissions être aussi une communauté forte comme les autres communautés, comme la communauté italienne ou asiatique et autres. Donc, pour l'instant, je ne peux pas citer s'il y a un programme déjà instauré, mais nous tendons vers l'amélioration. Ouais. Merci beaucoup. Je vais quand même, dans 3 minutes, normalement, on devrait terminer, mais encore une fois, je m'excuse pour le retard, mais il faudrait que je pose quand même la question à Julie, parce que Julie, vous avez créé une association qui est le Centre des femmes immigrantes en action. C'est un organisme communautaire. Est-ce qu'au sein de ce programme-là, au sein de votre centre, est-ce que vous avez des activités, des interventions que vous avez mises en place ou bien que vous comptez mettre en place dans le futur pour accompagner la réussite scolaire des enfants des communautés immigrantes? Merci Anifa pour la parole. Comme on vient de le dire, moi personnellement, j'ai créé cet organisme aux réalités que j'ai vécues. J'ai vu des jeunes que j'ai vus à 5 ans, aujourd'hui sont armés. Il y en a, je vois dans dans RDI, ils sont armés, il y a eu des problèmes. C'est beaucoup de choses émotionnelles. Et personnellement, j'ai créé cet organisme-là, Centre des femmes immigrantes en action, pour outiller des femmes immigrantes. Et ce n'est pas seulement la communauté congolaise, mais c'est tous les immigrants qui ont un échec. Les Congolaises, les familles congolaises, les Ougandaises, partout. Et qu'est-ce qui se passe? Nous, en tant que Congolaises, on fuit la communauté. Les gens ont des préjugés sur la communauté. Elle peut être confrontée à un problème. Tu as des ressources à donner, mais elle ne viendra pas te voir. Mais quand le problème est là, nous avons vu même nos jeunes qui ont été tués il y a un été dernier. Fait que on a un programme entre nous qui va commencer en novembre où on réunit les femmes pour leur donner vraiment ce qui est important pour accompagner leurs enfants. Parler de nous, parler de tout. Et aussi, nous avons encore un autre projet que nous appelons Black Stay Up, qui commence bientôt en novembre. C'est vraiment encadrer les jeunes noirs. Parce que nous avons remarqué les taux de criminalité de jeunes noirs augmentent. Fait qu'on a besoin de donner des outils parce que les mamans portent beaucoup de fardeaux. C'est pas que j'aime pas les hommes, je les aime parce que c'est grâce à eux que nous avons eu ces enfants-là. Mais de fois, les parents, les mères se sacrifient, elles prennent beaucoup de responsabilités et les enfants échouent et les parents à la maison. Donc, nous autres, on encadre plus des femmes. Comme on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Mon organisme s'est centré vraiment sur la femme et les enfants. On est là, si vous avez des ressources, on est là prêt à vous fournir et à vous aider. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, on partagera aussi vos coordonnées et tout comme ça. Si les personnes veulent plus de renseignements sur votre organisme, elles pourront vous contacter. Donc là, on arrive à la fin de notre discussion. Je vous remercie beaucoup les panélistes pour cette discussion très, très, très intéressante. Je vais repasser la parole à ma collègue Délie. Mais apparemment, vu le temps, Délie, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on peut quand même prendre une question? C'est vrai qu'on est en retard, on s'excuse encore beaucoup. Délie, à toi la parole. Merci Anifa pour la parole. Oui, on peut prendre juste 2 questions du public. Si quelqu'un a une question, il peut la poser avant que je ne pose celle que j'ai eue dans les chats. Bonsoir, je peux poser une question? Oui. Merci beaucoup. Vous vous présentez? Je m'excuse là, je m'excuse. Je suis Sandra Sassa de la région de Toronto. Là, j'aimerais savoir, on a beaucoup parlé de nos problèmes en tant que famille, en tant qu'individu. Mais je ne sais pas si ça serait à la prochaine réunion, parce que comme je mentionnais tout à l'heure, le racisme systémique est une réalité.
Je suis du domaine de l'intervention sociale. Nos enfants sont déjà, dès le départ, même quand on leur demande de s'intégrer, ils doivent intégrer un système de la suprématie blanche. Donc, ils viennent déjà avec ce paquet-là. Ils sont noirs. Ils viennent avec tout ce que vous aviez dit. Ils sont déjà mis quelque part. Est-ce que le réseau est capable, nous sommes capables de nous asseoir autour de cette discussion-là vraiment? Comment, je ne dirais résister, parce que la plupart des choses que nos enfants vivent, parce que j'ai été étudiante ici, j'ai fait mon secondaire, j'ai fait mes universités ici, la plupart de choses aussi, l'enfant peut venir d'une famille aussi saine, mais il sera toujours buté à cause de sa race à ce problème du racisme. Même quand on parle de médias, nos enfants sont attirés par les athlètes parce que le média représente la race noire avec les athlètes. Donc, le média vend cette image-là. Tout le monde, quand ils voient nos enfants, si tu leur demandes, ils tous veulent être la musique parce que c'est comme ça que l'homme noir est aperçu par le système. Est-ce qu'il y a un moyen où nous pouvons encore nous réunir pour parler de ces vrais problèmes? Parce que c'est un problème, ils vont le rencontrer au niveau professionnel parce qu'ils peuvent obtenir des diplômes qu'ils veulent. Quand ils seront devant ces jugements-là, d'être engagés, on leur dit toujours, comme tu es noir, pourquoi nos enfants doivent travailler 3 fois plus dur que les autres? Donc, ce sont ces réalités-là, j'aimerais juste savoir, parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment au niveau micro, au niveau de famille, comment s'organiser. Mais après ça, il y a les institutions qui doivent ils font face à ces institutions-là et ils font face aussi aux lois qui existent, qui le marginalisent par rapport aux interprétations de ces lois-là. Ma question est que pouvions-nous encore croire? C'était une très bonne discussion et ouvrir un peu pour savoir comment parler de comment résister au racisme systémique. C'était ça ma question. OK, merci beaucoup Sandra pour ta question. Mais c'était vraiment un sujet que nous avions déjà prévu d'en parler dans nos prochaines rencontres. Le racisme systémique, c'est vraiment un long débat que nous avons déjà programmé. C'est comme si tu étais avec nous dans nos précédentes réunions. Et aujourd'hui, nous avons parlé des facteurs de réussite des enfants. Il y a eu une question dans le chat. Elle est venue d'Aline. Aline a posé une question que j'aimerais l'adresser à Élise. Est-ce qu'il y a des dispositifs mis en place pour aider et accompagner les parents immigrants pour avoir cette présence d'esprit de collaborer avec les parents? Élise peut nous aider avec cette question. Merci. Ce que j'aime en Ontario, je sais pas, je n'ai pas vraiment beaucoup de connaissances en ce qui concerne les systèmes scolaires au Québec, mais je ne crois pas que le Québec a ces programmes-là. Ce que j'aime en Ontario, c'est qu'il y a un programme de travailleurs en établissement. D'ailleurs, si vous allez en ligne, vous allez voir les sites en fait de ces programmes-là. Ça vous donne beaucoup de ressources. Et chaque conseil scolaire, que ce soit du côté des anglophones comme de francophones, ont ces programmes-là. Et il y a des gens, des travailleurs en établissement, évidemment, qui sont dans des écoles. Ils ne sont pas dans toutes les écoles, mais généralement, un travailleur en établissement peut couvrir 2 ou 3 écoles. Et les travailleurs en établissement est là justement pour collaborer avec le parent immigrant. C'est en fait la personne ressource entre les parents et la direction, quand la direction n'arrive vraiment pas à comprendre les différences culturelles, des histoires comme ça, mais le travailleur en établissement va l'interpréter et auprès de la direction et auprès du parent. Et en même temps, le travailleur en établissement est censé expliquer que ce soit le système scolaire de l'Ontario, organiser des ateliers pour qu'un parent puisse comprendre les bulletins scolaires, par exemple. Juste les bulletins scolaires, c'est quelque chose d'énorme. On peut prendre des heures d'atelier là-dessus. Un travailleur en établissement peut organiser ça.
En plus de ça, tout à l'heure, là, je mettais une petite question à Anifa. Ce que moi, j'encourage aux parents aussi, c'est de connaître le conseiller scolaire de sa région. C'est très important. Les conseillers scolaires, c'est vraiment la personne politique, si tu veux, qui défend tous les besoins des parents de la communauté auprès de l'école et en même temps du ministère de l'Éducation. Et les conseillers scolaires sont très accessibles. Ils sont élus et ils sont là pendant 4 ans pour une circonscription. Tu sais, je ne parle pas des députés ou des conseillers, mais vraiment les conseillers scolaires. Voilà, ou les conseillers municipaux, ce n'est pas d'eux, mais je parle vraiment des conseillers scolaires. Ils sont très, très accessibles, très à l'écoute des parents aussi. Et c'est avec eux, d'ailleurs, qu'on va essayer de réfléchir. Okay, les parents ont besoin de quoi? Ils vont mettre des programmes à la disposition de parents. En tout cas, moi, pour le parent immigrant, je conseille les conseillers scolaires, les travailleurs en établissement. Ils sont là, ils sont embauchés. Mais les conseillers scolaires pour tout le monde, même s'ils vont prendre en compte tout ce que les parents immigrants disent, mais les travailleurs en établissement sont vraiment là pour les parents immigrants. Merci beaucoup, Élise, pour la réponse. Comme nous l'avons vraiment vu, c'était cette conférence, la discussion, elle était vraiment fructueuse. C'était un bon moment d'apprentissage pour les uns et un renforcement des connaissances pour les autres. Mais les temps faisant défaut, nous ne pouvons pas continuer comme on a d'autres conférences prévues. On va juste terminer avec un mot de remerciement qui sera fait par Anifa. Je te repasse la parole, Anifa. Merci, merci Délie. Donc, encore une fois, merci à tout le monde, aux panélistes et aux participants pour votre temps. Je m'excuse encore pour le retard. Nous avions dit que nous terminerions à 21h. Il est 21h10. Mais avant de vous laisser, je voudrais vous parler brièvement des, bon, je les appelle prochaines étapes. Donc, qu'est-ce qui va arriver après? On vous enverra un formulaire de satisfaction pour que vous nous disiez ce que vous avez pensé de la séance d'aujourd'hui et que vous nous conseillez aussi. C'est très important pour nous. Donc, je vous encourage vraiment à y répondre quand on vous l'enverra. On vous enverra aussi un résumé vidéo aujourd'hui. Voilà. Et on vous enverra aussi nos prochaines dates de conférences parce que nous avons l'intention de continuer à avoir des conférences sur ce thème de l'éducation parce que nous savons que nous tous, nous voulons la réussite de nos enfants. Donc voilà, on arrive vraiment à la fin. Là, je promets, je ne vais plus rien dire. On arrive à la fin de la discussion d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et bonne soirée. Merci beaucoup, Anifa. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bye. Bye bye.